Alors le reportage, il faut que, enfin surtout le reportage de télévision, il faut qu'il y ait un côté preuve par l'image qui moi m'a terriblement frustré, enfin notamment au Rwanda, parce que vous n'allez pas mettre une caméra sous le nez d'un milicien qui est en train de tuer quelqu'un à la machette. Vous voyez, après c'est arrivé près de chez vous ou des trucs comme ça. Donc ce qui est terriblement frustrant, c'est cette idée qu'on est quand même en train de vivre un événement incroyable et que les seules images que moi je ramène, c'est des gens qui sont assis dans un couloir. Et manifestement, ces images n'ont pas bouleversé suffisamment. Enfin bon, après, il y a plein d'autres raisons. Mais j'ai ressenti une très forte frustration qui est que je ne peux montrer que ça. En disant, si on continue, ces gens-là vont se faire tuer. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une chose que peut-être... Pardon, oui, absolument. Je vous interromps, je pense que pas. Mais oui, parce que je pensais à ce que vous disiez, mais dans les images que vous avez faites, il y a eu celles qui sont passées à l'époque à la télévision, comme celle qui était passée un an plus tôt, avec le témoignage de Carbonari. Oui. Et voilà, on a tout compris, quoi. Je veux dire, quand on l'écoute, à la fin, c'est très fort. Enfin, ça nous la gorge, quoi. Oui, absolument. Vraiment, moi, rien que d'y repenser, là, ça me fait froid dans le dos de réaliser ça comme ça, et votre film le montre parce qu'il nous amène, il y a tout un travail qui est fait. Je pensais qu'en termes justement de ce que montrent les images, même les images de corps, de restes, de cadavres, de gens qui ont été là, massacrés, ne sont pas aussi fortes par exemple qu'une image que j'imagine qu'on ne peut pas passer dans l'information à la télévision. Moi c'est une de celles qui m'a beaucoup frappé, celle où on voit rien, mais où il y a la fosse. Et il y a simplement quelqu'un qui dit oui, on en a 26 000. Oui, et le type a du mal à comprendre. Et cette image-là, je veux dire, dans un journal télévisé, on imagine qu'elle n'a pas de sens, mais là, dans votre film, elle prend tout son sens, quoi. Voilà, c'est invraisemblable. Oui, mais c'est pas le même type de narration, en fait, hein, parce que là, on installe du temps, on installe... et puis, je pense que ça ne fait pas appel à la même partie du cerveau. Si quand vous regardez le journal télévisé, alors... C'est délicat, si on se met à parler du journalisme de télévision, on sent bien que de plus en plus, enfin ça fait des années que ça dure, on essaye d'utiliser les ressorts de la fiction, c'est-à-dire avec un personnage, avec une musique, mais quelque part le spectateur, il est quand même, il sait qu'il n'est pas au cinéma. Donc c'est pas le même rapport que quand vous rentrez dans un récit avec un point de vue d'une personne qui vous parle. C'est très différent, c'est pas... Mais je ne pense pas que ce soit antinomique, je pense que c'est complémentaire, si vous voulez. Par contre, il ne faut pas se tromper de genre. Si vous voulez, moi, ce que je supporte plus, c'est le reportage qui fait comme s'il était du cinéma. Et je pense souvent à une phrase qu'a dit Bruno Dumont, où il disait bien sûr que le cinéma ment. Évidemment, c'est de la manipulation, sauf que le spectateur, il le sait. Il le sait, c'est une convention, on sait que c'est une histoire, on sait que ce sont des comédiens. Quand vous êtes devant un reportage, on vous dit pas, mais c'est aussi un montage, c'est aussi une représentation. Enfin, c'est cliché de dire ça, mais sur des événements aussi graves que ça joue beaucoup. En tout cas, c'est ce qui a servi aussi de moteur pour moi, pour faire ces films. Peut-être que vous passer la parole à vous, dans la salle, à vous les spectateurs. Alors, il y a des personnes qui sont là, dont Richard, qui font partie de la communauté rwandaise du Nord-Pas-de-Calais, voilà, et avec lesquelles on a eu déjà des discussions extrêmement intéressantes hier soir. Oui, vous avez eu Non, c'était peut-être pas cette bonne. Je suis obligé. Bonsoir, Richard Pouleux. Je tiens à te remercier. Merci. Parce que plus particulièrement, tu ne sais peut-être pas, tu aurais approché ma mère de plus près ce jour-là. En fait, je suis sous choc, je suis partagé parce que c'est difficile. C'est une surprise qui est désagréable, en même temps agréable. Parce que j'avais requis des témoignages sans images, où j'avais eu quelques flashs, mais pas vraiment d'images complets. Son père Blanchard, qui était un ami fidèle de la maison, qui lui-même est venu chercher mes parents. Pourquoi pendant vos témoignages je ne montre pas l'image de ma maman, c'est parce que
je ne dis pas que c'était déjà connu, mais si vous avez vu le reportage de M. Carbonard, c'est que mon père avait témoigné juste avant, parce qu'il était médecin, a démontré qu'il y avait des ossements très fraîches dans la parcelle d'un certain Gatete, qui était un député de l'Amérique de Biouba. Donc depuis cette époque, c'était en 93, si je me souviens bien, non 92, enfin, ils ont plus vécu normalement, jusqu'à ce jour-là. Mais alors, comme Blanchard était un ami de la maison, mes parents, nous autres aussi, quand on était petits, d'ailleurs, je peux parler pour Lily, qui était une voisine, c'était vraiment l'église où on allait tous les dimanches. Les Rwandais sont des croyants, malgré tout. Malgré nos bourreaux, ces imbéciles. C'était déjà d'ailleurs qu'il y avait des chapelets, j'ose le dire, qui savaient reciter toutes ces prières, qui étaient des fervents croyants, mais qui étaient aussi capables de ces atrocités. C'est pourquoi le premier choix, c'était d'aller à la messe. Parce que même avant des années 59, 61, quand on a commencé les massacres Tutsis, la plupart, une infime minorité qui aurait été sauvée, c'est qui était partie à l'église. Donc quelque part, l'église représente pour le pays quand même représenté à cette époque-là, encore une fois, un endroit saint, ce qui n'est pas le cas, ou qui n'est plus le cas. Donc voilà, je tenais vraiment à te remercier parce que même si j'avais une question qui me tourmentait, enfin, qui n'arrêtait pas de venir pendant le film, c'est de dire est-ce que pendant les moments off, Père Blanchard vous aurait présenté déjà qu'il était interdit de filmer, c'est ce qu'on nous a rapporté, qu'il y avait des gens qui étaient interdits de montrer, qui étaient cachés de l'autre côté, de par leur sécurité, enfin la réalité qui est... parce qu'ils étaient recherchés. Non, absolument. Mais voilà, donc on a... Jusqu'à maintenant, de tous les films que j'essaie de voir, ou de tous les gens qui rapportent un peu de ce qui s'est passé à l'église de Nyamirambo, malheureusement, j'ai toujours pas eu des images de ma mère. Et pourtant, et encore une fois, c'est quelque chose qui me fait mal. Il faut croire que c'est des gens qui ont tenu 2 mois, 3 mois d'ailleurs, hein, parce que le génocide a duré 100 jours, et qui sont morts à 10, voire 12 jours de l'arrivée de l'FPR à Kigali. Donc, quelque part, on se dit même dans le malheur, c'est lui qui est parti la première semaine ou les 15 premiers jours du mois d'avril, il n'a pas attendu pour rien, on n'a pas subi tous ces malheurs. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Et c'était cette information aussi que j'espérais de votre côté. Si vous en saviez quelque chose d'autre, je sais qu'un caméraman ou un reporter, à un moment donné, il pose la caméra. Il y a toujours une double réalité que vous vivez, les échanges que vous avez avec les gens. De tout ce qu'on a pu avoir du Père Blanchard, d'ailleurs, c'est... bon, moi, je l'ai vu après la guerre. Je sais que c'est lui qui est venu chercher les parents avec ses chiens au matin du 8 avril. Mais que c'est grâce à lui qu'ils ont pu arriver à l'église. Si vous avez remarqué, dans cette église, il y a plus de femmes et des enfants que des hommes. Bien sûr, bien sûr. Donc, plus particulièrement les hommes, ils étaient à Saint-André, juste à côté, qui était un collège, un lycée français. Et par après, ce qui les aurait sauvés, c'est qu'il y a un convoi des frères jésuites, je pense, où c'était des copains de classe pour la plupart de mes parents, de mon père. C'était des anciens séminaristes qui ont finalement fait l'université ensemble, pour la plupart qu'il connaît. Donc voilà, ils sont morts entre copains, ils sont morts en exerçant leur métier. Moi ici, ce soir, je les rends hommage, parce que ce que j'ai appris de bon, c'est qu'ils soignaient. Ils soignaient jusqu'à la dernière minute. Ils soignaient sans choisir l'ethnie ni la provenance, et d'ailleurs qu'ils n'avaient pas de médicaments. J'ai pas la colère contre le peuple français, parce que, comme je le dis, c'est grâce au Père Blanchard. Il y en a eu d'autres qui ont sauvé. Il y a des gens comme Gauthier et Dafrose qui en font des très belles choses. On a une petite colère contre l'État français, comme le dit, et d'ailleurs le film lui-même il est complet, il n'y a rien à rajouter. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils étaient au courant, mais ils ont voulu rien faire.
c'est une question qu'on se posera. C'est une question peut-être un jour, si on a la réponse, on pourra faire le dé d'une autre. Mais malheureusement, on est là. 20 ans plus tard, on a l'impression que c'est au lendemain. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Même après 20 ans, on n'arrive pas à s'adoucir de cette médiocrité. Mais on s'y fait. Voilà, je vous remercie. Oui, ben, sur la première partie de ton intervention, évidemment, avant de commencer à filmer, il y a eu une discussion avec... D'ailleurs, la première discussion, c'était avec le père Otto, qu'on voit, qui est le prêtre allemand. En gros, on a discuté, est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'il faut montrer, pas montrer, et on a attendu le retour du père Blanchard, et on a décidé que c'était important de montrer ce qui se passait, mais évidemment, il s'agissait de filmer les femmes et les enfants, parce qu'il y avait une sorte de tolérance de la part de certains miliciens qui cherchaient plutôt les adultes, qui cherchaient un certain nombre de personnes. Donc, on voit dans le film, à un moment, Otto apporter à manger, il pose ça en haut d'un carton, sous un faux plafond, et bon, vous avez vu, on a retrouvé, je crois qu'il s'appelait Jean de Dieu, voilà, avec qui on est resté, enfin bon, là ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais plusieurs années après... je connais très bien aussi. Tu connais Jean de Dieu, bon. Ouais, mais bon, ta maman, moi je sais pas... Enfin, je pense... On nous a appris qu'elle était avec ses 2 ou 3 femmes et cachée dans la... Peut-être pas dans la... Dans un autre bâtiment derrière. Ouais, il y avait des... Alors moi, j'ai pas vu ces adultes. Je les ai pas vus. Comment ça fonctionne, quelque part, cette justification absolument terrifiante de ceux qui massacrent les autres d'un seul coup, parce qu'en fait, sur le reste du temps, ils sont tout à fait ordinaires au niveau des sentiments, mais que par contre, il y a ce discours qui justifie le geste. C'est bien ça qui est effrayant, c'est que ce ne sont pas des... C'est difficile. Donc on dit toujours que c'est de monstres, mais il y a un côté ordinaire. Le type continue sa vie et à côté de ça, c'est ça qui est... On est complètement désemparé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réussir à démonter le mécanisme qui pousse quelqu'un d'a priori normal à devenir un pathologique, quoi. Donc c'est très dérangeant, mais ça veut bien dire que c'est en nous. Voilà, on se dit tous que nous, dans ce cas-là, on n'aurait pas fait ça, mais en l'occurrence, bon, ça a été mieux décrit par les bouquins d'Hatzfeld, et moi je ne suis pas allé sur ce terrain-là, c'était pas, moi je ne sais pas comment répondre à ça, c'est pas... Il y a peut-être un détail à signaler là-dessus, c'est que le génocide a duré quand même 100 ans. Oui, voilà, on dit toujours que c'est le génocide en avril. Le génocide a duré 100 jours. C'est très important de savoir que ces gens-là, ils allaient tuer, ils se levaient le matin, ils se brossaient les dents, ils partaient pour tuer. Ils étaient convaincus qu'ils allaient travailler. Oui, bien sûr. Et de l'autre côté, ils avaient la bénédiction du monde, parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient non seulement... ils avaient le gouvernement derrière, ils avaient l'Occident, parce que l'Occident ne faisait rien, que Mitterrand était copain, qu'il acheminait les armes et tous les apports possibles. Donc voilà, c'est pour eux, je parle pas que c'est tout à fait normal, parce que je suis une victime, mais je réponds tout simplement, peut-être tout de même, je mets une suggestion là-dessus. Ils étaient convaincus qu'ils faisaient une bonne chose. Donc ils éradiquaient les cafards qu'on était. Mais voilà. Et que, de toute façon, il y a des gens qui ont étudié ces mécanismes-là qui sont toujours les mêmes. À partir du moment où l'autre personne n'est pas un être humain, dans l'occurrence on les appelait les cafards, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de culpabilité. Ça ne s'est pas fait en les jours, ça s'est préparé quasi pendant des décennies d'ailleurs. Des décennies, oui. Mais c'est le monde entier que je voulais savoir. Mais je voulais parler de l'autre partie de ton intervention. Sur la France, donc là pendant des années, on va dire qu'il y a pendant des années,
Bon, il y a ceux qui reconnaissent qui refusent de même considérer une faute de la France. Bon, ceux-là, on n'en parle pas, on les connaît. Voilà. Ensuite, il y a un espace de débat possible quand même. Mais pendant des années, on a entendu les Français ne se rendaient pas compte. Vous voyez, il y a un côté, que même moi, j'ai véhiculé cette idée qui est que pour les militaires français, ce qui se passait au Rwanda, c'était pas un génocide, c'était une guerre civile. Une guerre civile entre le FPR et le régime de ce qui restait du régime intérimaire. Donc pour eux, le but, c'était d'empêcher le FPR de prendre le pays. Et quand on leur parlait de génocide, ils disaient... Il faut voir qui leur en parlait. C'était eux leur source d'information, enfin c'est ce qui est expliqué. Ils ne parlaient pas de génocide, évidemment. Donc pour eux, ça fait partie des à côté de la guerre. Mais je crois que là, depuis le 6 avril de cette année, là, avec les accusations de Kagame, et puis je ne sais pas si vous avez entendu cette interview sur France Culture d'un ancien militaire français qui dit mais moi on m'a jamais dit que Turquoise c'était une opération humanitaire. Il le dit quand même, hein. Donc il confirme ce que dit Dallaire, qui dit c'est pas un matériel d'opération humanitaire. Faut pas me faire croire qu'il y a besoin de missiles et de. Donc là, je pense qu'on a franchi une étape quand même. Et là, ce n'est plus on s'est pas rendu compte, on a été maladroit. C'est que si vous mettez bout à bout le fait qu'ils étaient informés et qu'ils n'ont rien fait, c'est de la complicité de génocide, je pense. Voilà, et je pense que l'enjeu actuellement, il est là, et c'est un enjeu énorme, d'un point de vue moral, éthique, ce que vous voulez, mais même judiciaire, quoi. Donc je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle phase. Et je pense que je pensais... Pardon, je veux juste rajouter, mais c'est vrai que... moi, en tout cas, je ne peux pas dire qu'il y a une intention génocidaire de la part de la France ou de Mitterrand. Mais le simple fait de ne pas considérer ce risque-là, c'est de la complicité. Voilà. Pour l'instant, ma position est là, elle peut encore bouger, parce que je ne sais pas tout, mais j'en suis là, quoi. Je pensais à une discussion que nous avions tout à l'heure avec quelqu'un qui est là dans la salle. On pensait justement poser la question qu'est-ce que je me suis rendu compte en 1994. Oui. Enfin, je n'avais que les médias. Mais il y a une chose, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre ce qui se passait au Rwanda entre les gens au niveau politique, comment c'était. Moi, je me rappelle quand même d'une chose, et il me semble que ça, là aussi, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas réagi, et que pourtant nous savions, parce que les médias nous l'ont dit, ils nous ont même fait écouter, c'était par exemple les appels au meurtre de la radio des Mille Collines. Et à partir du moment où il y a une radio qui véhicule comme ça l'appel au meurtre pour dire, comme vous le disiez, allez-y tous les matins, etc., c'est votre boulot, je veux dire, voilà quoi, les choses sont évidentes. Et là-dessus, les politiques, je veux dire, de toute façon, ils sont responsables. Parce que les militaires, eux, on leur donne une mission, mais ceux qui envoient les militaires, qui leur donnent la mission, qui les définissent, eux par contre c'est à eux d'analyser la situation, me semble. Et là, la responsabilité... Bien sûr, non ? Oui. On va prendre 2 questions, puis après on arrêtera un petit moment parce que derrière on a l'autre projection, donc on fasse quand même une interruption d'un quart d'heure, puis il y a peut-être des gens qui vont y arriver. Plus là. Merci. En fait, c'est pour rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de dire par rapport à la complicité de la France. Bon, j'aime bien le film et je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait participé dans des plateaux de télé 1 ou 2 fois à la sortie de ton film. Je suis plasticien musculaire. Et donc, bon, il y a une petite reproche que je fais au film, que je vais ressortir. Ce n'est pas tellement au film, mais c'est au personnage central du film qui est Kouchner. Parce que quand on parle de cette complicité de la France dans les génocides, qui est une vraie complicité, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut... où il faut mettre un grand point d'interrogation, parce qu'il y avait un soutien financier, militaire, idéologique dans les années qui précédaient les génocides pour construire ce régime qui a commis les génocides. Et même quand on parle de radio Mille Collines, cette radio a continué à fonctionner dans la zone turquoise. Donc l'armée française a protégé cette radio pour qu'elle continue à fonctionner. Donc bon, comme vous disiez tout à l'heure, si
ça c'est pas la complicité, c'est bon, qu'est-ce que c'est que la complicité? Mais donc pour revenir au personnage de Kouchner, le critique que je ferai du film, mais c'est un très beau film, c'est très, très important, c'est que quand même, il a le beau rôle, Kouchner, dans ce film. Parce que lui, il savait. Il avait eu accès à la fois aux hommes politiques français, les décideurs français, et aux intervenants sur le terrain, le FBI et le gouvernement intérimaire et les Nations Unies. Et il joue un double jeu dans les génocides. C'était pas clair son jeu. Donc certes, dans le film et enfin, dans la presse, il parlait d'ouvrir les couloirs humanitaires. Ça c'est vrai. Mais il y a une fameuse citation de Dallaire dans son livre « J'ai serré la main du diable ». Quand il entend que Kouchner est là, oui, il évoque un petit peu cette scène dans le film. Mais une chose qui n'est pas citée dans le film, mais qui aurait pu être citée, c'est que Kouchner était mandaté par le gouvernement Mitterrand pour aller proposer une sorte de plan de partage de Rwanda entre Hutuland et Tutsiland. Bon, une sorte de proposition qui ne tient pas la route sur aucune base idéologique. Et Dallaire, dans son livre, il a dit « Si Kouchner ose rentrer dans mon bureau avec cette proposition de Mitterrand, je mets une balle dans sa tête. » Et donc, c'est juste pour expliquer un petit peu le rapport de force. Et Kouchner, c'était quand même quelqu'un qui avait bien conscience à la fois de la connerie qu'il faisait et du double jeu qu'il jouait. C'est quelqu'un qui aurait pu, justement, il était médiatique, il aurait pu aller à la presse, il aurait pu parler beaucoup plus qu'il n'a fait, plutôt que de parler de couloir humanitaire, l'évacuation de gosses. Il savait ce qui se passait. Il n'a pas ouvert sa bouche. Vraiment, il a parlé, comme il parle dans le film, par rapport à l'humanitaire. Et ce n'était pas une crise humanitaire, c'était une génocide. J'ai entendu souvent des critiques, même beaucoup plus dures que ce que tu dis là. Dans le film, oui, alors il a le beau rôle si tu veux, mais bon, moi j'ai passé ces premiers jours avec lui, jamais j'ai entendu ce que tu dis là. J'étais tout le temps avec lui, et avec ses... J'ai pas entendu ce que tu dis là, c'est-à-dire que... Alors, à moi qui m'est caché à moi, mais je le connais assez bien, hein. Mais c'est possible, hein. C'est possible, mais je ne sais pas. Le problème, c'est que je considère... C'est un camarade. Alors... Je le dis très honnêtement, c'est quelqu'un, c'est possible que plus tard on arrive à me convaincre que en fait c'est un barbouze ou je sais pas, mais depuis le Biafra on l'accuse toujours d'être... Moi je crois pas, mais peut-être un jour je serai convaincu. Mais le problème c'est que c'est... Voilà, moi j'ai de la camaraderie, j'ai du respect, j'ai détesté ce qu'il a fait au moment de Sarkozy. On en a parlé, bon, mais quand tu l'écoutes, parce que c'est un sacré baratineur, donc il est très fort pour ça. Et j'ai envie de dire, le propos du film, bon, c'est peut-être un peu facile pour moi, mais je prends ce qu'il y a de fort dans ce qu'il dit, parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très irrités, enfin, les poils hérissés, par le personnage et par la manière dont il tire la couverture. Voilà. Mais je trouve que ces propos sont quand même ont une portée importante. Mais j'ai entendu ces déclarations de ces derniers jours, moi je les trouve justes. Quand il a rappelé que le gouvernement intérimaire avait été formé à l'ambassade de France, qu'on a continué à livrer des armes, et j'étais surpris parce que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas dit. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sait aussi ne pas se fâcher avec les militaires, ne pas se fâcher avec... donc voilà, mais c'est un politique aussi, hein. Voilà. C'est un homme politique, c'était un militant longtemps, et puis c'est devenu un homme politique qui sait... en l'occurrence diplomate, enfin... et qui sait... voilà, mais bon, moi, c'est pas moi qui vais faire son procès, mais j'entends ce que tu dis, et j'ai souvent entendu ça, même des choses beaucoup plus désagréables. Voilà, mais j'ai trouvé que les propos qu'il tenait étaient des propos qui méritaient d'être rappelés. Et je trouve aussi que c'était un personnage qui nous donne un léger aperçu de ce qui se passe dans les sphères politiques. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui... De toute façon, il a toujours fait comme ça. Il a toujours emmené la presse pour montrer du doigt... c'est un mec qui ouvre des portes. Mais après, il est complexe. Les gens sont pas... Tu vois, les gens sont... Ils sont, comment on pourrait dire, polymorphes, quoi. Les gens sont, voilà, et quand tu es dans la politique, je suppose que tu l'es encore plus. Sinon, tu ne fais pas long feu. Hein. Non, tout à fait, je suis d'accord. Non, mais voilà, donc... mais bon, c'est pas le...
Un débat sur Kouchner, là, c'est pas moi, j'ai fait un film sur Kouchner, là, le film sur Kouchner, on pourrait avoir un débat sur lui. Mais, voilà. Une dernière question qui a été demandée ici. Merci. Pendant tout le film, on a l'impression que, avec fureur, parfois, vous vous posez cette question, pourquoi mes images ne suffisent-elles pas à générer une intervention internationale? Est-ce que vous avez réussi à répondre à cette question finalement? Ou est-ce que 20 ans après, 10 ans après votre film, vous avez une idée plus claire de cette chose? Ben, je pense que c'était une question très naïve d'un jeune journaliste qui croyait que ça marchait comme ça, mais j'avais pas parce qu'il y a beaucoup de reporters qui font ce métier assez jeunes, qui n'ont pas encore une culture politique forte. On est dans le romantisme, en plus c'est quand même assez valorisant, excitant, c'est des aventures fortes. Donc on ne se rend pas forcément compte, on est un peu grisé par ce truc-là. Donc évidemment, il ne suffit pas de montrer des images pour qu'il y ait... Il y a des rapports de force. Voilà, j'ai complètement sous-estimé, j'avais confiance dans Kouchner et dans la presse et dans Mitterrand. Moi, Mitterrand, j'admirais Mitterrand, vraiment. Donc ça a été ça fait partie des blessures que mon pays... pourtant, je m'en fous, moi, mon pays, je suis né aux États-Unis, je suis pas... Mais c'est quand même là où j'ai grandi, et ça a été très douloureux de savoir que quand je vais au Rwanda et qu'on me dit bah, vous êtes français, c'est bizarre, pourquoi vous... Ça fait mal quand même, même si on n'est pas patriote, nationaliste, ça fait quand même, ça a été douloureux ça. Mais c'est un dépucelage, hein. Donc ce sont des questions très naïves que j'avais sous-estimé que... par exemple, mais comme le grand public, par exemple, quand l'ONU décide de renforcer les effectifs de la MINUAR, donc après, je ne sais plus la date exacte, mais donc c'est voté. Donc quand le 6 avril arrive, le premier réflexe, ils retirent, ils étaient peut-être 1500 ou 3000, ils deviennent 1500, et ils ne sont plus que 400 casques bleus pendant le génocide. Et ensuite, ils arrivent à voter le renforcement de la MINUAR. Mais est-ce qu'on peut imaginer une seconde qu'une fois que c'est voté, les gens n'envoient pas les troupes? On n'y pense pas, ça. Voilà, c'est des choses qu'on découvre petit à petit. Voilà, mais ce questionnement, pourquoi mes images n'ont pas, c'est plus un questionnement intime, parce que c'est assez présomptueux de penser que son reportage va... Vous voyez, le type qui a fait la photo de la petite au Vietnam, il ne savait pas que 50 ans plus tard, on dirait que c'est cette image qui, d'ailleurs c'est sans doute pas cette image qui... C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, c'est celle qui reste. Mais il faut qu'il y ait quand même un... Mais là, ce qui est terriblement... Et d'ailleurs, tu l'as souligné, après tout ce boulot, donc au moment de 94, plus faire un film qui prend des années, je tombe sur l'archive de Carbonard. Et je le mets effectivement à la fin du film, quand tout le monde a déjà... et là, vous avez un mec qui, 1 an avant, vous avez déjà tout dit, donc c'est même pas la peine de se poser plus de questions. Vous pouvez faire tous les reportages que vous voulez, s'il n'y a pas une volonté politique derrière, voilà, ils vont toujours se démerder pour récupérer le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, au fond, c'est la question de l'action politique. Oui, puis le fait c'est pas la question du pouvoir des médias. Christophe, mais tu continues là-dessus aussi, parce que il me semble que le fait qu'il y ait justement les images, parce qu'il y a son témoignage de Carbonard, Jean Carbonard, mais il y a aussi les images qui vont avec, justement. Or, il me semble que le problème, quand même, au niveau des possibilités de réaction, non seulement des politiques, mais je dirais des citoyens, par exemple, pour faire pression et tout, c'est que quand ces images, elles arrivent avec des discours qui disent il y a une guerre civile entre des gens qui sont des Tutsis et des autres des Hutus et une minorité plus une majorité, et tout ce genre de discours avec des Tutsis qui sont dehors, qui veulent rentrer, qu'il y a un front de libération, je veux dire, comment les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent... Ils comprennent rien, ça ne parle pas. Moi je crois que c'est là le constat qui se passe, c'est que ça ne veut rien dire, ça ne suffit pas, quoi. Les images, alors le discours qui est juste, c'est celui de Carbonard, mais il y avait par ailleurs au même moment dans la presse les analystes qui disaient ce que je viens de dire à côté, quoi. Mais alors, deux remarques.
si vous comparez ça avec le tsunami. Le tsunami, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord, enfin tout le monde est contre le tsunami, il ne peut pas y avoir de polémique sur est-ce qu'on envoie de l'argent ou pas de l'argent aux victimes. Vous voyez, c'est une cause, c'est une cause vous voyez, il n'y a pas de polémique. Donc là, les gens envoient de l'argent. Sinon, les choses sont complexes, donc ça devient compliqué pour les gens. Est-ce que, et ça me rappelle une discussion, mais je ne me souviens plus exactement du détail qu'on avait au début, il y a un problème de... quand on prend la couverture de Turquoise par la presse, moi je mets un extrait très frappant où les rebelles, ce sont les Tutsis, on a vraiment une inversion de... Bon. Mais en fait, moi je me suis tapé toutes ces archives, tout était dit. Mon discours, il était dit aussi. Mais en fait, comme tout est dit, rien n'est dit. Il y a un problème de... Il y a quelque chose qui n'est plus audible. Et je pense qu'on est dans une époque où vous pouvez dire ce que vous voulez, il y aura toujours... Vous voyez, c'est Godard qui dit la télé, c'est 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. Enfin, c'est un truc... C'est cette position... Mais j'ai pas de réponse. Mais cette espèce de position faussement neutre du média, du journaliste, c'est un énorme problème, puisqu'on donne la parole d'un côté, on donne la parole sous prétexte... Je ne sais pas si vous vous souvenez sur l'histoire de... Comment il s'appelle notre ex-ministre du budget Cahuzac. Quand Mediapart sortait les infos, etc. Je me souviens de Pascal Clark à la radio interviewant Edoui Plenel, et l'accusant de ne pas faire son métier de journaliste, en disant, mais enfin, elle se positionnait, elle, comme un arbitre entre les pro-Cahuzac et les anti-Cahuzac. Et cette manière de se positionner, d'inventer un centre neutre, il y a une perversion totale, là, parce que du coup, on n'a aucune opinion sur rien. Et en même temps, j'ai pas la réponse, puisque vous êtes quand même obligé de... Vous pouvez pas à chaque fois... mais c'est ce que dit le mec de la Croix-Rouge, il dit l'information, c'est un geste politique, mais ça faut être sûr faut être aussi sûr de ce qu'on dit. Enfin voilà, moi, mais bon, c'est des questions posées, je n'ai pas de réponse, parce que ça remplace pas non plus le journalisme. D'abord, ça met 10 ans, vous ne pouvez pas faire ça à chaque fois, puis si vous faites ça à chaque fois, il y aura un effet d'overdose aussi. Mais c'est complémentaire, ça fait avancer, ça fait réfléchir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que la différence entre des images d'information et un film, même si effectivement, en l'occurrence, on ne peut pas faire un film comme ça pendant, de toute façon, c'est inimaginable aussi, mais par contre, ça nous permet, nous, de réfléchir. Il ne nous donne pas la vérité, il ne nous raconte pas la vérité de ce qui s'est passé. Oui, mais la vérité de ce qui s'est passé objectif, on est bien d'accord, il nous oblige à réfléchir sur justement la vérité de ce que vous nous dites, votre vérité, et ce que ça comment ça nous interroge. Voilà. Je vous propose qu'on continue la discussion, mais après, avec l'autre film tout à l'heure. Hein, j'espère que vous êtes tous là. Et merci. Oui, alors ce qui était certain, c'est que je ne voulais pas faire une reconstitution du génocide. Il y a d'autres films qui ont été faits, qui ont leurs qualités, leurs défauts, mais je ne voulais pas être dans un... Justement, je ne voulais pas du tout être dans la reconstitution du génocide. Donc en fait, finalement, l'aspect documentaire est passé, pour le coup, dans les cartons, avec uniquement la date et le nombre de victimes. Donc après, c'était essayer de raconter l'histoire autrement, en partant de l'intérieur d'un personnage, hein, plutôt que de partir d'un fait, enfin plutôt que de partir d'une affaire, qui est le génocide rwandais, c'est de partir de l'intérieur de quelqu'un. Mais comme tu as dit, c'est une proposition. Voilà. Et puis surtout, ne pas essayer de refaire un génocide au cinéma. C'est pas du tout ce que... J'avais en tête les mises en garde de... Alors que je ne dise pas de bêtises, mais il y a un article assez célèbre de... Tu vas m'aider sans doute. À propos du film Capot, d'un film sur...
C'est un cinéaste, alors son nom m'échappe, mais c'est un cinéaste important français qui a dénoncé le côté, si tu veux, esthétisant du spectacle de l'horreur. Et si tu veux, il y avait ça. Il ne fallait pas éviter ça. Et aussi le côté euphémisant. Donc je pensais beaucoup à La Liste de Schindler ou des films comme ça, qui pour moi, bon, ils ont certainement des vertus pédagogiques ou ce que tu veux, mais je voulais pas du tout faire ça parce que, donc, dans le fil de cette pensée, c'est de dire que le problème, lorsque le cinéma s'attaque à des sujets pareils, c'est qu'il euphémise. Théoriquement, un film par exemple, sur un génocide, les gens ne devraient pas rester, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais je veux dire, le danger de ça, c'est de rendre supportable, par le format, par le comédien, par la musique, une situation qui est insupportable. Donc c'est ça qui m'a guidé un peu. Et il y a effectivement, je ne sais pas comment dire, je vais dire une problématique en tout cas avec la mise en scène de fiction, c'est qu'elle déréalise quelque part, puisqu'elle donne une primauté au récit et au personnage qui doit interpréter des émotions, doit ressentir les émotions d'un personnage, et qu'effectivement, moi je disais tout à l'heure que j'avais eu la gorge serrée, c'est par rapport à plusieurs images qui ne sont pas les images de massacre au décor qu'on voit dans le documentaire, mais plutôt des évocations de choses qu'on ne voit pas. Et je trouve que dans la fiction, ça permet de parler de contexte, de comment on peut les aborder, de poser la problématique de comment un personnage peut ressentir ou pas certaines choses, mais par contre, on perd de ce côté-là peut-être de la force. Je sais pas, c'est une question en tout cas, mais je sais pas si vous, spectateurs, oui, vous avez des réactions là-dessus. Moi, c'est la première fois que je vois les deux l'un à côté de l'autre. Dans la réalité de ma vie, ils sont pas arrivés en même temps. Donc j'ai pas eu je me suis pas posé la question de est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. C'était pas mais c'est vrai que c'était intéressant de les voir côte à côte. Et il y a rien à faire. Enfin, évidemment, par rapport à la réalité si tu veux, la force d'image prise, il n'y a pas de mise en scène. Enfin, il y a une mise en scène dans un documentaire, puisque la manière dont tu te places quand tu filmes, la manière dont tu montes, c'est une mise en scène. Mais évidemment, dans une fiction, tout est recréé. Donc tout, du moindre détail, c'est recréé. On n'a jamais profité de personnages réels. Tous ces gens sont des figurants payés, etc. Donc tout est recréé. C'est une toute autre démarche. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le point de vue. Merci. Bonsoir. Mon nom c'est Liliane, je suis rwandaise. J'ai quitté le Rwanda il y a 18 ans à peu près. Je suis en France depuis 18 ans. Moi, ce que je retiens de ces deux films, c'est l'intérêt de regarder les deux l'un après l'autre. Parce que justement, à la fin du premier, j'ai pas eu le courage de me lever pour vous poser la question. Il y avait une question qui peut paraître anodine en fait, parce que moi j'ai quitté le Rwanda vers le 12 avril. J'ai vécu 6-7 jours après le 7. Et le fait de voir, parce que quand je suis arrivée pour le premier, c'était vers la fin, c'était là où Bernard Kouchner parlait en anglais, en français. Ça c'était, je crois, au tout début. C'était mi-avril, je crois. C'est début mai. Début mai. Et quand on voit les images concernant la paroisse de Nyamirambo, là où je suis née, c'est dans mon quartier, les images de cette paroisse-là, les gens qui étaient dans le couloir, je crois que ça c'est vers la fin, je pense. Dans ma tête, je me disais, mais comment on pouvait quitter l'endroit où était Bernard Kouchner quand il donnait son interview en face de l'hôtel à Maoro, parce que je vois où est situé l'hôtel, et se rendre à Nyamirambo pour faire les images qu'on a vues dans le premier. Comment c'était possible? Parce que moi, en tant que
Ah ben oui, toi tu pouvais pas. Non, absolument. Non, c'est bien sûr. invraisemblable pour moi Bien sûr, bien sûr. de traverser, de faire ces dizaines de kilomètres seulement. Oui, oui, même pas. Voilà. Mais dans le deuxième, justement, quand je vois comment ce jeune journaliste, reporter, est en train de galérer pour trouver un véhicule qui puisse l'amener dans différents quartiers du Rwanda, je me dis, quelle est la part de vérité, vous concernant vous, et la part de fiction? Est-ce que vous aussi, personnellement, pendant cette période-là, vous avez profité des sorties de la Minuar, justement, pour pouvoir vous rendre dans plusieurs quartiers? Parce que j'ai essayé de m'imaginer, parce que c'est cette période, même aujourd'hui quand j'y pense, voilà, j'essaye d'éviter certains détails, justement. Et pareil, à un moment donné, dans le premier, vous allez, je crois, quand on voit des salles où sont entassés des blessés, ce n'est plus le centre-ville. Je ne sais pas si c'est réellement ça. Là où étaient Médecins du Monde ou Médecins sans frontières. Voilà, c'était dans le sud, vers les quartiers sud de Kigali. Comment vous avez fait, la question c'est ça, comment vous avez fait pour bouger dans Kigali entre avril et juin? Donc là, en fait, ça c'est le fait d'avoir juxtaposé les deux films. Mais alors, je réponds un peu dans le désordre, mais si tu veux, le côté qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, c'est un débat qui peut avoir son intérêt, mais un moment qui m'intéresse moins, parce que une œuvre de fiction, essaye d'aller chercher une vérité, l'essence de quelque chose. Alors après, on peut toujours se dire, tiens, est-ce que ça lui est arrivé comme ci ou comme ça, mais c'est pas tellement le... Alors ça peut intéresser, hein, mais pour moi, c'est un peu secondaire. Mais je peux tout à fait répondre à ta question. Pour ce qui est des déplacements, en tout cas dans la vraie vie, c'est très simple. Moi, j'aurais pas pu y aller si j'étais pas avec Kouchner. C'est pas possible. On peut pas... Enfin, quand un journaliste va quelque part, il s'appuie toujours sur un réseau qui existe. Sauf si... Enfin, et encore, il y en a qui arrivent à... Si tu veux, mais même s'ils ont suffisamment d'argent pour louer une bagnole, un garde du corps, quelque chose pour se faire un bouffer, c'est quand même assez rare. La plupart du temps, la presse, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'argent, et donc ils se greffent sur un réseau qui existe. Alors ce réseau, ça peut être le FPR, hein, il y a beaucoup de journalistes qui sont arrivés par le nord, par l'Ouganda, et qui, au fur et à mesure, toutes ces images terribles de Charny, c'est généralement les gens qui étaient côté FPR et qui avançaient, et à chaque fois qu'ils libéraient une zone, ben, il y avait la presse avec qui filmait. Donc moi, si j'ai pu aller à Kigali, c'est uniquement parce que Kouchner y allait, parce qu'il avait dealé un truc avec les Nations Unies, enfin avec les trois parties, avec les Nations Unies, avec les phares et avec le FPR. Puisque donc on voit bien que dans la fiction, ça c'est authentique, le FPR nous amène jusqu'au No Man's Land, quoi, jusqu'à ses avant-postes. Ensuite, il y a vraiment, ça c'est arrivé, il y a une zone où il faut courir, et on se retrouve dans cette espèce d'îlot central qui est l'hôtel Amahoro, qu'on a vu dans le documentaire, où justement il fait ses déclarations. Alors, comment j'ai fait? Donc moi je profitais de ces sorties en ville dans une Jeep de l'ONU, où a priori on risque pas grand-chose. Je cachais la caméra parce que je suppose qu'il ne tenait pas à ce qu'il y ait Enfin, personne ne tenait à ce qu'il y ait un journaliste là. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait déposer dans donc un endroit qu'on ne voit pas dans le documentaire, mais qui est un petit peu comme la paroisse de Blanchard, mais qui était un lieu où il y avait un autre Français qui protégeait des gens. Ce type s'appelait Marc Vettel. Donc je me suis fait déposer un soir. Et je leur ai dit, ah oui, en fait, voilà, il y avait un journaliste du Figaro, Kouchner, moi, et puis un assistant de Kouchner. Et le type du Figaro, bon, en restant 2 heures sur place, avec les casques bleus qui nous attendaient dehors, il a pu faire son papier pour le Figaro. Mais moi, ça suffisait pas pour faire mon reportage, il fallait que je passe plus longtemps. Donc je me suis effectivement dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars? Et j'ai dit non, je vais rester là. Mais faites pas les cons, venez me chercher demain matin, quoi. Ne me laissez pas... Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est ce qui a donné cette scène où il dort chez Blanchard, où il entend tous ces bruits. Donc voilà.
Donc pour répondre à ta question sur les déplacements, c'est ça. Bonsoir. Vous allez vous habituer de mes questions, mais je vous promets que c'est la dernière. Ben non, moi c'est Richard Koundou, vivant entre la France et la Belgique, rescapé du même quartier. D'ailleurs, le premier film filmé pour ceux qui n'en ont pas vu. Et cette fois-ci c'est une question très politique, à savoir à l'avenir, parce que pour nous on vise l'avenir. Et évidemment on vit avec des blessures de 94 parce que c'est toujours hier pour nous. Je sais que pour vous c'est pas hier, hein. C'est pas plutôt oublié, vous vivez avec, c'est pareil pour nous. Mais maintenant, ce que vraiment on veut regarder, c'est l'avenir. Et dans l'avenir, il y a les deux pays. Et je sais très très bien que le travail de la mémoire commencera toujours par les travaux de recherche comme les vôtres et les films, et les historiens, et les chercheurs, à savoir les écrivains et tout le reste. Est-ce que vous, que pensez-vous à votre participation à un film, vous pensez qu'il soit, pour moi, qu'il soit grande, parce que pour un film que j'ai vu ce soir, le premier, encore une fois, j'insiste, c'était un film presque complet. Là où on voit pour la première fois un représentant de l'État français en plein 94, en pleine guerre, en plein génocide, assis à côté de Romero Dallaire, et juste à côté les représentants du gouvernement des bourreaux, hein, les trois généraux. Et il y avait, je ne sais plus qui d'autre, mais il y avait tous les acteurs, je veux dire, politiques. Et d'ailleurs, vous avez dit une bonne chose, qui est répétée souvent à Romero Dallaire, qui dirait jamais qu'on les a pas prévenus. Ils étaient prévenus du jour au jour, c'est pas les informations qui manquaient. Donc l'histoire, elle est là, elle fait son boulot. Alors nous, en tant que rescapés, vivant avec cette blessure, on se demande, est-ce que vraiment, vous pensez que vos films, ils vont aller plus loin que ça, les petits salles de cinéma associatives, est-ce qu'un bon jour, vous faites un travail qui est bien reçu, ou qui est acceptable, de façon que les petits lycéens, qui sont nos enfants de demain, qui sont les petits Français d'aujourd'hui, pourraient voir, parce que ça devrait quand même aussi participer à l'éducation. C'est un crime commis contre l'humanité, c'est un génocide. C'est pas seulement, ça concerne seulement les Rwandais. Est-ce que dans vos travaux, il y a quand même 20 ans, vous voyez qu'il y a des choses qui évoluent? Vous pensez que demain, ça pourrait faire le tour du monde comme les pays, enfin peut-être pas les films qui font les grands ciné, mais les films de la coopération française, comme on en a connu en Afrique quand on était petit. C'est vraiment ça mon inquiétude, de se dire, voilà, c'est vraiment le travail de la mémoire pour que ça ne recommence pas. Quand je vois ce qui se passe en Centrafrique, moi je me dis, le monde n'a pas vraiment compris. Est-ce que, comme dans la fiction, le journaliste il se contente de ne pas passer la barrière, sachant que demain il devra gagner son salaire et faire vivre sa famille? Est-ce qu'il y aura tout le temps ces barrières-là? Est-ce que vous pensez que ça évolue, que le cinéma et les écrivains vont pouvoir, je veux dire, saisir les politiques? C'est vraiment le lendemain. Il y a parmi nous des gens qui avaient 5-4 ans, notamment ceux qui sont devant moi ici, qui sont parfois appelés, je me permets de parler à leur place, à répondre, si vous voulez, à certains moments du génocide, à ce qui s'est passé. Un peu comme Roger qui est ici devant moi. Nous on essaie, si vous voulez, de faire le travail de transfert. Mais s'il n'y avait pas des gens comme vous, des écrivains, des cinéastes, comment pourrait-on justement partager le savoir, saisir les politiques? Parce qu'on a l'impression que la France se réveille seulement maintenant au 20e anniversaire. C'est vraiment le lendemain qui nous intéresse. Merci. Mais moi, j'ai pas les réponses. Hein, donc, la question, c'était un peu, est-ce qu'on a l'impression que les choses évoluent ou pas? C'est la question du verre à moitié vide ou plein. On peut voir les choses. Mais comme dit Dallaire dans le film, il dit
Enfin, je sais pas s'il dit exact, mais il dit au moins il y a une trace, en fait, on laisse une trace de ça. Bon. Mais moi, je n'ai pas la solution. Par contre, voilà, des projections comme ça, j'en fais régulièrement. Bon, là, je vais participer à un truc avec un lycée. Bon, ça touche quand même des gens. Alors, on ne peut pas dire que ça va changer. C'est une petite contribution au débat. Voilà, mais bon, quand même, ces films-là, les deux sont passés à la télé. Un passage à la télé, c'est parce qu'au cinéma, moi, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche cinématographique depuis ça, enfin depuis toujours, mais je suis passé, bon, mais ça c'est mon histoire à moi, mais il faut bien voir qu'un film comme Ligne de front, les deux films réunis en France, ça a fait peut-être 15 000 entrées, pas plus que ça, je pense. Le moindre passage à la télé, même sur Arte, c'est, je sais pas, 400 000 personnes. Donc, les deux films sont passés à la télé, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont vu. Voilà. Après, je rencontre toujours des gens qui ont quasiment jamais entendu parler. Mais moins. Je me souviens quand même, au moment des 10 ans, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient même pas entendu parler de... Donc quand même, là, il y a quand même, on en parle. Je crois que la presse en parle beaucoup, mais le problème de tout ça, c'est que la presse fonctionne sur la notion d'actualité. C'est-à-dire, si Kagame n'avait pas balancé son missile, sans mauvais jeu de mots, on n'en aurait pas parlé des 20 ans. Il y aurait eu toujours lors de Vupian sur France Culture, toujours les mêmes. Donc là, voilà. Donc la presse, mais grosso modo, les journalistes sont sensibles, ils savent que c'est un sujet important. Voilà, après, il faut du temps, il faut... Et je suis d'accord avec toi sur le fait que Centrafrique, ouais, eh ben oui, mais là, l'information, c'est que ça peut recommencer. C'est quand même déjà... Pour moi, c'était la révélation, ça. Moi, je pensais que plus jamais ça, c'était plus jamais ça. Eh ben non. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que si il y avait eu des caméras à Auschwitz ou je ne sais quoi, ça aurait changé. Ben non, ça n'aurait pas changé. Et d'ailleurs, il y a eu des films, il y a eu la Croix-Rouge, enfin, il y a eu des documents. Donc on mûrit quand même. Hein. Donc on ne peut plus nous dire... vous voyez, je pense qu'on mûrit. Et ça fait partie de on mûrit. Oui, avant de passer la parole, je voudrais rebondir sur cette histoire sur plusieurs points, parce que il me semble que aller au cinéma, déjà, il faut faire un effort, par exemple. Hein, donc, effectivement, c'est une différenciation. La télé, à ce niveau-là, elle offre une diffusion importante. Je pense que le cinéma de fiction, il permet peut-être une autre approche, c'est-à-dire plus traditionnelle au niveau du récit pour les spectateurs. C'est-à-dire que, voilà, on leur raconte une histoire, et puis il y a des sentiments, il y a des choses qui fonctionnent pour eux d'une façon assez... Enfin, normalement, ils doivent... adhérer, je dirais, en tant que spectateur à ce qui se déroule pour recevoir quelque chose. Le documentaire est plus exigeant parce qu'il demande peut-être plus de travail au spectateur, parce qu'il faut qu'il suive toutes les choses et qu'il reconstruise. Chaque fois qu'il voit une image ou qu'il écoute une parole, il faut qu'il reconstruise l'avant et la question de ce qui peut venir. Il est plus actif sans doute. Mais par contre, moi je pense qu'un film, qu'on l'a vu nous aujourd'hui, donc 10 ans après qu'il ait été fait, un film comme Kigali, le documentaire, est un document qui va rester parce qu'il reconstruit une histoire sur des témoignages, sur des choses qui ont été filmées. Et moi je pense que ça, il suffit simplement de continuer à le faire vivre. Hein, c'est les choses qui existent. Et je pense que pour la question du futur, on va en reparler demain, c'est-à-dire que peut-être aussi cessons maintenant aux jeunes cinéastes rwandais à travailler, eux, à trouver d'autres façons encore de témoigner ou de raconter des histoires. En l'occurrence, demain, on verra un documentaire et une fiction. Donc, ces voies-là sont aussi ouvertes. Voilà, ça c'est peut-être les questions du futur. On avait essayé de monter un atelier d'écriture et de réalisation à Kigali. Bon, on avait pas mal avancé, puis après, le projet s'est épuisé. Mais c'est évident, en tout cas, quand on a tourné Ligne de front, avec nous, il y avait des Rwandais, et je pense que dans l'équipe, il y en a qui ont continué à faire leur chemin. Et d'ailleurs,
au niveau du ministère de la Culture, etc., ils étaient assez intéressés qu'il y ait une sorte de transfert de savoir-faire pour que les Rwandais s'approprient le langage, enfin le cinéma, quoi. Parce qu'évidemment, on ne va pas éternellement faire nous du Nord venir raconter vos histoires. D'ailleurs, ce film-là, c'est pas du tout l'histoire des Rwandais, c'est la problématique d'un Européen, hein, c'est évident. C'est vraiment, même le documentaire. Les Rwandais s'y reconnaissent, s'y retrouvent parce que ça pose la question politique forte, qui les poursuit, mais ligne de front, en général, je ne sais pas vous comment vous l'avez perçu, mais on a fait pas mal de projections au Rwanda. La plupart du temps, les gens, ils disent ouais, pourquoi pas, mais c'est pas tellement leur problème. Ils sont plutôt heureux qu'on fasse des films sur ce qui s'est passé, mais la problématique de l'Européen qui se pose des questions, pour eux, c'est secondaire. Donc c'est vrai que c'est hyper important que au Rwanda et comme ailleurs, les gens commencent à s'approprier le métier, le savoir-faire, évidemment, c'est fondamental, mais ça change quand même. Racontent leurs sentiments, leur façon de penser. Prennent la parole, si tu veux, prennent la parole, parce que c'est vrai que l'époque n'est plus... Enfin, on ne peut pas éternellement... Mais ça, c'est, par exemple, dans le journalisme, c'est quelque chose qui m'a souvent... qui me poursuivait, c'est-à-dire, on est là, nous, en Europe, en plus, moi, je gagne ma vie comme ça. On allait dans les pays du Sud raconter tout ce qui se passait d'affreux, et puis en plus on ramenait ça pour le diffuser en Europe, c'est-à-dire alors oui, pourquoi pas, alors les gens en Europe disaient quand même c'est terrible ce qui se passe, mais j'avais un problème de sens, quoi. Enfin, au bout d'un moment tu te poses la question de la finalité de cette démarche, donc c'est pour ça qu'on en parlait encore tout à l'heure, faire des ateliers, essayer de transmettre quelque chose pour qu'après les gens ils fassent ce qu'ils veulent avec, mais c'est fondamental, absolument. Mais ça commence, il y a quand même pas mal de choses qui se passent au cinéma. Pour ceux qui parlent peut-être pas anglais, je traduis un petit peu en résumant ce que pose la question de Joël, poursuivant ce que vous avez entendu en français, c'est la question en fait que pour lui le documentaire est beaucoup plus clair et que comme il y a finalement essentiellement les images des enfants et qu'à partir de là se développent les choses, alors que par contre dans la fiction, outre qu'on trouve l'histoire du journaliste qui lui l'intéresse peut-être moins parce que ce qui est compréhensible, ça ne parle pas directement, ça parle de quelqu'un du point de vue justement, ça c'est ton histoire, hein, c'est ton propos, c'est clair, mais du coup, sur le reste, entre l'histoire d'amour et le prêtre, enfin tout ce qu'on va découvrir, on n'arrive pas à aller assez profondément de son point de vue sur ces questions, à la fois dans ce que vivent les Hutus comme les Tutsis, et que pour lui c'est la question qu'il trouve que c'est finalement moins fort au niveau fiction que documentaire. Donc c'est bien pour ça que c'est important que les Rwandais fassent des films, parce que évidemment moi je peux pas, je ne pouvais pas, enfin je ne serais pas permis de raconter l'histoire d'un point de vue rwandais. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je peux raconter l'histoire du point de vue d'un jeune journaliste français, parce que ça, je sais ce que c'est. Mais évidemment, vous allez toujours ressentir une frustration, parce que ce sont des questionnements qui, pour vous, sont sans doute secondaires. Voilà. Mais un film de cinéma, c'est pas un document d'information, c'est une histoire qu'on propose et à laquelle on adhère plus ou moins. Mais voilà, mais je conçois absolument que tu sois plus touché par le documentaire, puisqu'en plus tu revois des lieux, des gens, et tout le reste, en plus pour un Rwandais, tout le reste doit sonner faux, certainement, puisque même la manière de parler du comédien, tout ça c'est quelque chose qui vous sort, c'est évident. Mais c'est bien pour ça que c'est important que d'autres auteurs, d'autres cultures se lancent aussi à leur tour dans un propos et avec le cinéma. Ou autrement, enfin, je pense que c'est la même problématique dans n'importe quelle autre forme artistique, ce sera souvent comme ça. Après,
ce qu'on espère toujours, mais c'est que après on se rejoint dans une humanité collective. Enfin, mais bon, c'est un rêve. Évidemment que les problématiques qui sont posées là sont très éloignées de l'attente que vous ressentez, qu'on reconnaisse le génocide, qu'on pose que le problème de la France, etc. Encore que là, on le pose quand même assez ouvertement. Les gens ont été assez... En France, on réagit quand même, ont appris des choses. Mais évidemment, la question du point de vue, c'est un point de vue totalement en français. Voilà, mais c'est assumé, comme tu dis. Hein. Si vous permettez, j'avais envie de, justement par rapport aussi, je vais repasser le micro après, mais de revenir sur une question par rapport à cette différence entre fiction et documentaire. Ça va peut-être être un peu provoquant, mais je le fais un peu exprès, et peut-être aussi qu'ils vont réagir là-dessus, parce qu'on en a parlé hier. Moi, il y a quelque chose que je comprends comme un raccourci de la fiction, mais qui néanmoins est une vraie question par rapport à des discussions que nous avons eues hier. C'est que comment est-ce que quelqu'un comme Clément, quand il est arrêté au barrage et tout, peut être d'emblée, il a un passeport français. Dans la fiction, c'est ce qu'on comprend, il a son passeport qui est français. Donc comment peut-on reconnaître qu'il est Hutu? Ah ben ça vaut mieux que tu... Oui, non mais bah, toi en tant qu'auteur, non parce que c'est, on a parlé longuement et je trouvais que c'était intéressant parce que là par exemple, du coup c'est un peu zappé quoi, pour un spectateur ordinaire. Oui, absolument, comme tu dis, il y a des raccourcis qui sont... Voilà, alors juste pour, quand tu as dit les récits, les manières de raconter européano-américaines, je sais pas, c'est un débat ça, hein, mais la manière de raconter une histoire, depuis l'Antiquité, ça marche de la même manière. Hein. Il y a toujours un héros, et il y a toujours quelqu'un qui l'empêche de... Il a un conflit, et ça, je m'interroge, est-ce que c'est culturel, ou est-ce que notre cerveau, il est fait comme ça? On a besoin, pour alimenter une histoire, je me pose ces questions. Mais je suis pas sûr... Par exemple, on ne m'a pas imposé du tout une histoire d'amour. Au contraire, si... Une des réactions de je ne sais plus quel distributeur, c'était ah, mais ça manque de femmes, ton histoire. Alors, bon, j'ai arrêté la discussion, c'était... Vous voyez, on parle pas de la même chose. Mais là, non, là, j'ai pas fait de compromis. Et je me suis même amusé à... Enfin, amusé... Le journaliste, quand il décide de partir là-bas, il dit, je vais aller... J'ai trouvé une bonne histoire, donc j'ai un point de vue ironique là-dessus. Mais c'est vrai que moi-même, faisant la fiction, aussi, il faut que j'ai une histoire. Donc j'ai essayé de mettre en abîme Bon, c'est quand on essaie... Voilà, c'est la question du scénario, c'est la question de la structure narrative, et le raccourci, il y a forcément des raccourcis. Par contre, par expérience, tout le monde se connaît là-bas. Enfin, par expérience, les gens, ils savent, tu vois, c'est petit, hein. Mais par contre, je ne sais plus si c'est dans le documentaire ou pas. Après, il y a des situations absurdes. Il y a des gens qui ont eu la vie sauve parce qu'ils avaient un gros nez. Donc, je ne sais plus si c'est monté dans le documentaire, ça. Une femme qui raconte ça. Bon. En tout cas, il y a des gens qui ont été sauvés parce qu'ils avaient un gros nez. Parce que du coup, on pensait qu'ils étaient Hutus. Donc, on a des situations incroyables, quoi. Mais sur le fait que le mec le repère, parce qu'assez vite, d'ailleurs, ils ont tous dit, ah ben genre, j'ai vu des tas de gens que je connaissais, c'est assez dément. C'est comme c'est petit, tout le monde se connaît, quoi. Ça va assez vite, d'où tu viens, où tu vas. Ah, il y a des erreurs. Mais voilà, j'ai joué ce côté-là, le mec non, parce que c'est pour ça que je disais, pour moi c'est provoquant, parce que je me disais que là il y a un danger, parce qu'on repart sur l'identification immédiate d'emblée de l'identification Hutu et Tutsi, qui est quand même quelque chose qui a été entretenu ici, du fait que c'était très clair, enfin, c'est une vision, on tombe très vite dans la vision raciste, quoi, voilà. Hein, c'est pour ça que... Une question intéressante, par exemple, nous, au niveau des figurants, on avait des gens qui nous aidaient pour les castings, et évidemment pour les rôles de soldats du FPR, on m'avait proposé que des grands minces, quoi. Et ça a posé problème. J'ai dit mais attendez, on va pas à nouveau nous faire la même chose, quoi.
Donc on a essayé de ne pas rentrer là-dedans. Voilà, il y a des grands minces, mais il n'y a pas que des grands minces, quoi. Donc on voulait pas perpétuer. Ah bah oui, et en même temps, tu racontes une histoire, c'est des décisions à chaque fois. Mais ça, je me souvenais de discussions avec les gens du casting là-dessus, quoi. Eux-mêmes perpétuer ce cliché-là, quoi. C'est bien une problématique en tout cas. Absolument, c'est des vraies questions. Sur la question de comment on pouvait savoir qui était Tutsi, qui ne l'était pas, j'ai pas assisté aux 2 films qu'il y a eu hier, mais je crois qu'il y a un film qui parlait de l'histoire du Rwanda. Et il y a eu des documents, des livres, des documentaires, des photos. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez long. Comme quoi, en fait, au début, quand le Rwanda a été colonisé par les Allemands, je sais pas si vous avez vu ces photos. Non, mais je voulais pas voilà. bien là-dessus, Voilà. c'était juste sur les mots. Parce que oui, le mot, voilà. Ça nous a poursuivis jusqu'à 1994. Donc ça, ce sont ce qui reste justement de cette période-là où les Allemands mesuraient le nez, voilà, la taille des gens pour dire voilà, ceux-là sont des Hutus et les autres sont des Tutsis, ils ne viennent pas du même coin, ce genre de choses. Donc ça nous a poursuivis jusqu'à... Bien sûr, alors qu'on sait qu'on pouvait passer de l'un à l'autre aussi. Oui. Oui. Moi je suis petite et pourtant voilà, j'avais une carte d'identité marquée dessus Tutsi. Mais c'est des vraies questions, hein, mais on sait aussi qu'il y a un mode de vie où il y a... Parce que c'est vrai qu'il y a des Tutsis qui sont grands et minces, il y en a. Oui. Donc, mais si vous prenez en France, il y a des Bretons qui ont l'air de Bretons, puis des Bretons qui n'ont pas l'air de Bretons. Tout à fait. Il y a des blonds, il y a des bruns. Oui. Mais après, c'est vrai qu'au niveau... il y a aussi des types, ça existe aussi. Oui. Mais on va dire c'est marginal, mais c'est ceux qui représentent le cliché, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que Kagame, il est grand et mince. Voilà. On peut en trouver un autre qui le contre-exemple. Si on veut prendre tout ce qui ressemble à Kagame et les traités de telle ou telle ethnie, évidemment... Non, puis il y a un mode de vie. Il y a un mode de vie, il y a un mode d'alimentation, c'est vrai aussi. Qui conduit effectivement par exemple, à Paris, les gens qui habitent le 16e arrondissement ou Versailles, quand vous êtes français, vous parisiens, vous pouvez les reconnaître. Pas tous, hein. D'accord. Mais il y a une façon de s'habiller, une façon de parler, il y a un type de voiture. Une attitude. Voilà. Donc ça devient... voilà, et je pense que c'est pas un tabou que de dire ça. Mais après, vous pouvez complètement vous gourer. Oui, dans certains pays, ça peut devenir une ethnie à part. Mais voilà, sauf qu'en France, personne pense que ça peut aboutir à un génocide. C'est ça l'histoire. Donc ça peut partir jusque sur une différence de culture, Absolument. de mode de vie. Voilà. Ça c'était juste la parenthèse concernant les apparences et les terminations. La deuxième chose, c'est pas une question. C'est juste, tout à l'heure vous avez fini votre phrase en disant nous en tant que journalistes, reporters, on rapporte des images et les gens font ce qu'ils veulent avec. Moi je peux vous dire ce que nous, en tant que rescapés de cette horreur-là, en tant que Rwandais, ce que nous on retient de ça, c'est juste que je parle surtout du documentaire, qu'on a vu au tout début. Pour nous c'est un document très précieux. Ça fait partie de ces choses-là qu'on va garder précieusement. Moi, j'ai des enfants, donc ce que je commence à faire, c'est de transmettre. Donc, dans ma transmission, il y a ce que je vais raconter de ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Il y a ces images-là, de cette période-là, elles sont très rares. Donc, pour nous, c'est vraiment, je vous le dis très sincèrement, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais vous participez à quelque chose de tellement... qui nous tient beaucoup à cœur. Donc il y a ces images-là, il y a les livres, il y a tous ces témoignages qu'on va ramasser à gauche à droite. Donc sachez que, voilà, chacun aura le droit et le loisir d'en faire ce qu'il veut, mais nous en tant que rescapés, en tant que Rwandais, je peux me permettre de parler au nom de certains qui sont avec moi, on va garder ça comme des documents très précieux. Et merci encore. Si je vous permettez, je ne peux pas laisser partir le micro dès 3 secondes. Tout à l'heure, vous avez dit, si aussi aux Rwandais, de faire les films. Le jeune qui vient de vous poser la question, c'est déjà un cinéaste rwandais, certainement des Rwandais, mais on souhaite toujours avoir aussi le sentiment d'ailleurs, la vision d'ailleurs. C'est ce que vous nous avez apporté.
pour ça qu'elle vous dit que ce film, pour nous, ça va rester précieux. C'est quelque chose qu'on va transmettre. Moi, grâce à vous, par exemple, si c'était un cinéaste rwandais aujourd'hui qui faisait un film, il n'aurait pas pu trouver les images que vous avez pu acquérir de 94. De cela, je vais quand même montrer à mes enfants. Voici où ma mère se cachait, voici l'église où elle allait, voici le prêtre qui nous a fait toutes les cérémonies. Donc voilà, nous, ce qu'on aime voir, c'est ce qu'ils pensent les autres de chez nous, comment ils ont trouvé le Rwanda. Et voilà, c'est vrai que le travail de suite, d'après, c'est à nous de le faire. Oui. C'est à nous de se reconstruire. D'ailleurs, je pense que le Rwanda est en train de faire le mieux qu'il peut. Il y a ce qu'on appelle la génération Kagame, parce que ce sont des enfants qui sont nés justement en 94. Il y en a qui, comme je disais tout à l'heure, Roger, où lui avait peut-être 3-4 ans, et qui actuellement, quand même, font ce qu'ils peuvent pour faire des films. Mais il y a quand même des anciens documentaires qui nous construisent. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui si on n'a pas... Enfin, on ne comprendra jamais où on va si on ne sait pas d'où on vient, quoi. Merci. Je pense que merci beaucoup de dire ça, mais justement, puisqu'on va se retrouver demain soir pour terminer là-dessus, moi je crois qu'il y a différents types d'expressions, il y a différents types d'images, de cinéma, de films, et qu'effectivement, il y a ceux comme le travail de Jean-Pierre Klotz vient d'une expérience documentaire, et puis après il la développe de différentes façons, mais de témoignages au départ. Et puis aujourd'hui, je pense que même des jeunes qui naissent aujourd'hui, c'est si on leur transmet, si vous leur transmettez votre mémoire, si nous on le transmet ici, et je pense aussi que même des cinéastes français jeunes aujourd'hui peuvent se plonger sur ces questions-là, parce que c'est des questions qui nous concernent tous. Elles sont les questions d'humanité. Donc je pense que c'est absolument immense la nécessité et les façons dont on peut s'exprimer là-dessus, toutes les questions que ça porte. Et voilà, et en tout cas, demain soir, nous retrouverons ces deux jeunes cinéastes, Jacqueline et Joël, qui seront là avec leurs films. Et merci à Jean-Pierre Klotz, on va arrêter là. Jean-Christophe, excuse-moi. Je pense à beaucoup de choses à Jean-Christophe. Merci beaucoup. Et merci à vous. Je voulais juste dire une dernière chose, parce que toutes ces discussions me rappellent quand on faisait des projections au Rwanda. En fait, sur le documentaire, les gens étaient très surpris au Rwanda, et donc ils l'ont même diffusé dans le stade à Maoro. En une soirée, il y a eu plus de public il y avait genre 10 000 personnes. Et les gens disaient, enfin moi je disais, c'était une surprise pour eux, je leur disais, ben, c'est juste, vous voyez qu'il y a des... Parce que évidemment les gens pensaient là-bas que tout le monde était complètement indifférent à ce qui s'était passé. Et donc ils ont vu que non, même en France, il y avait des gens qui n'étaient pas... Ils ne savaient pas ça, qu'il y avait des gens qui surtout à ce moment-là, n'étaient pas indifférents. Et voilà, ils n'étaient pas seuls. Évidemment, ils étaient seuls puisqu'ils ont... Mais il y avait quand même des gens qui entendaient ce qui se passait et qui essayaient de... Voilà. Mais c'est totalement... Cette démarche-là, même la démarche du documentaire, qui est une démarche de... C'est un cri un peu ce documentaire pour laisser une trace, n'a rien à voir avec une démarche de fiction, et c'est bien comme ça, qui est totalement égoïste, j'ai envie de dire. C'est un point de vue intime qui est raconté, qui n'a pas de mission. Le film... Alors, par mon passé journalistique, etc., il reste une trace de discours, de dire... mais normalement, une fiction n'est pas faite, elle n'a pas un but. Elle n'a pas un but comme peut avoir un reportage ou un documentaire, tu vois, qui est fait pour alerter, pour... Un film de cinéma, normalement, si tu sais pas ça. Tu vas essayer de toucher. C'est pour transmettre du sens. Mais oui, mais si ça se voit trop, il faut le coder. Si ça se voit trop, ça marche pas. Les gens ils disent bon bah c'est du bourrage de crâne. C'est vraiment la démarche. Donc c'est tout à fait normal que vous receviez pas du tout de la même manière. C'est pas du tout la même démarche pour moi. C'est pas les mêmes films. Mais en tout cas, non. Mais par contre, ce qui est formidable, c'est que ça réunit quand même des gens dans une salle et il y a un partage, il y a un discours qui passe. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ces films. Bien sûr. Donc merci. Merci à vous. Merci à vous.